Donc, petit rappel sur les principales notions de ce cours, hein. Tout d'abord, pour vous expliquer que notre système de protection sociale est organisé autour de deux choses. D'abord, le service. Globalement, grâce au système de santé et grâce au système de protection sociale, cela nous permet, alors vous savez, ça recouvre la sécurité sociale, ça recouvre les prestations familiales, etc., etc. On reviendra dans le détail après de ce que ça couvre. Mais il est organisé autour de deux mécanismes qui sont d'abord de permettre aux personnes bénéficiaires de pouvoir accéder à des services sociaux. Et quand on parle de services sociaux, on est plutôt sur des services médicaux, mais de pouvoir accéder aux services sociaux, soit de façon complètement gratuite. Alors, le service n'est pas gratuit, mais il est payé par justement le système de protection sociale, et ou bien soit de façon gratuite, ou soit de façon moyennant un coût très réduit. Comment ça se passe? Quand vous allez chez le médecin, aujourd'hui, vous ne payez qu'une toute petite partie de la consultation. Le reste de la consultation est réglé par la sécurité sociale et éventuellement aussi par votre mutuelle. Donc on voit qu'il y a différents acteurs aussi qui peuvent intervenir. Donc, première chose, c'est donc l'accès à des prestations de services sociaux à titre gratuit ou à un prix très réduit. Deuxième chose, c'est les prestations sociales. Donc, ne pas confondre les services et les prestations sociales. Les prestations sociales, c'est maintenant ce que vous recevez, ce que les bénéficiaires reçoivent. Ici, par exemple, on peut parler des allocations familiales, par exemple, si vous avez une famille de 2 enfants au minimum. Ou encore, peut-être pour certaines ou certains en bénéficient, c'est le fait d'avoir de l'aide au logement, qui va venir réduire votre coût de loyer, soit parce qu'elle est payée directement au propriétaire si vous êtes locataire, ou soit parce que vous la recevez. Donc vous voyez que deux grands mécanismes: pouvoir accéder à des services de façon gratuite, et deuxième chose, recevoir des aides qui sont ici bien souvent des aides financières. Ça, c'est les deux grands mécanismes. Ces deux mécanismes reposent sur trois principes, sur trois logiques. La première de ces logiques, c'est la logique d'assurance. La première de ces logiques, c'est celle de l'assurance. Cette logique-là fonctionne un petit peu comme l'assurance de votre voiture ou l'assurance de votre maison. Quand vous payez tous les ans ou tous les mois une assurance qui vous permet, le jour où vous avez un souci, l'assurance vient prendre en charge le souci que vous avez. Et bien là, c'est la même chose. D'accord ? Imaginons que nous parlions de la maladie. Tous les mois, si vous êtes salarié, vous payez des cotisations. D'accord ? Ces cotisations sont prélevées directement sur votre salaire. Et cela vous permet, le jour où vous êtes malade, de pouvoir vous octroyer ce qu'on appelle des indemnités journalières de sécurité sociale. La sécurité sociale va prendre en charge une partie de votre salaire. Donc voilà, ça c'est notre logique d'assurance. Bien sûr, les bénéficiaires de cette logique, c'est ceux qui cotisent, ce qui exclut à un moment donné un certain nombre de personnes. Et pour éviter que des personnes soient exclues, le système fonctionne avec un deuxième principe, une deuxième logique, qui est celle de l'assistance. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de la protection, on n'a pas besoin d'avoir cotisé. La protection, elle intervient aussi notamment, par exemple, quand vous n'avez plus de travail. Alors, regardons deux choses. D'abord, vous êtes salarié et malheureusement vous perdez votre emploi, vous vous retrouvez donc dans une situation, vous vous retrouvez au chômage, hein, tout simplement. Puisque vous avez cotisé, vous bénéficiez de l'allocation chômage. Mais imaginons aussi que vous n'ayez pas assez cotisé, puisqu'il y a une durée minimum. Hein. Je vous donne la main après, hein, Ophélie. Je finis juste ma phrase. Imaginons qu'on n'ait pas assez cotisé, parce qu'il y a un minimum à cotiser à l'assurance chômage pour pouvoir bénéficier
du régime. Alors, donc, dans ces cas-là, c'est plus, d'accord, ok, c'est plus la logique d'assurance qui prend le relais, mais plutôt la logique d'assistance. C'est-à-dire que vous allez avoir aussi droit à un minimum, le RSA par exemple, hein, vous allez avoir aussi un minimum qui va vous permettre de recevoir une certaine somme. Aujourd'hui, le RSA, c'est aux environs de 5, entre 500 et 600 euros pour une personne seule, et il augmentera si la personne a des enfants ou est encore mariée avec une autre personne qui ne bénéficie d'aucune ressource. Donc on voit que ici, sur la logique d'assistance, il n'est pas besoin d'avoir cotisé pour pouvoir recevoir et bénéficier de la protection au titre de l'assistance et non plus au titre de l'assurance. Le troisième grand principe, ou la troisième grande logique de fonctionnement de notre système, c'est celle de la protection universelle, c'est-à-dire de la protection identique pour tout le monde. Je parlerai, pour illustrer ça, par exemple, des allocations familiales. Ici, il n'est pas besoin, alors autant sur le RSA, par exemple, c'est sous condition de ressources. Si vous avez d'autres ressources à côté, autres que celles issues du travail, vous ne pourrez pas bénéficier du RSA. Alors que pour les allocations familiales, quel que soit le niveau de ressources, vous bénéficiez, peut-être pas de la même façon, mais vous bénéficiez malgré tout de cette prestation. Donc voilà, trois logiques qu'il faut retenir. La logique d'assurance, la logique d'assistance et la logique de protection universelle. C'est comme ça que s'organise notre système. Alors notre système, il tourne autour de trois grands acteurs. D'abord, la sécurité sociale. Alors, vous en avez déjà entendu parler de la sécurité sociale. Elle va s'occuper plus spécifiquement de la partie du risque maladie. Donc elle va couvrir le risque maladie. Elle va couvrir le risque accident de travail. Elle va couvrir le risque maladie professionnelle. Elle va couvrir une partie du risque retraite, puisque finalement la retraite, vous partez à la retraite, vous avez été salarié pendant 42 ans, vous partez à la retraite, vous ne travaillez plus. A priori, vous n'avez plus de rémunération due au titre de votre travail. Donc il y a une perte de rémunération. La logique d'assurance se met en route, puisque vous avez cotisé auprès de la sécurité sociale et auprès d'une caisse de retraite complémentaire, et à partir de là, la logique d'assurance veut que vous soyez rétribué, c'est la retraite que vous allez toucher. Donc, soit dit en passant, des personnes qui n'ont jamais cotisé, ou qui ont très peu cotisé, bénéficient aussi d'une retraite, au titre de la logique d'assurance, mais si cette retraite est trop faible, la logique d'assistance se met en route et vient compléter cette retraite de façon à obtenir un minimum. Donc, première chose, on a dit la sécurité sociale qui vient couvrir une partie des risques. Deuxième partie des risques qui sont couverts, c'est celui notamment de la perte d'emploi, parce que votre contrat de travail a été cassé, rompu. C'est celui donc qui est couvert par ce qu'on appelle l'UNEDIC. Donc l'UNEDIC va venir s'occuper de toute la partie chômage. L'UNEDIC, c'est l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et dans le commerce. Globalement, c'est l'organisme qui va s'occuper de toute la période de perte d'emploi, soit d'abord avec l'allocation chômage, mais aussi tous les systèmes de formation pendant les périodes de chômage, d'accompagnement des personnes pour retrouver un emploi, de collecteurs d'offres et d'annonces de façon à mettre en relation les employeurs et les personnes privées dans l'emploi, etc., etc. La mission n'est pas seulement, évidemment, de donner l'assurance chômage. Enfin, dernier acteur, donc on avait dit sécurité sociale, UNEDIC. Dernier acteur sont des acteurs complémentaires,
au titre duquel vous retrouvez par exemple les retraites complémentaires, puisque la sécurité sociale va s'occuper d'une partie de la retraite et un autre organisme, retraite complémentaire, va s'occuper, lui, de vous donner un complément de retraite. Mais toujours, ici, si j'ai cotisé. D'autres acteurs complémentaires sont là aussi. C'est ceux notamment des complémentaires santé, des mutuelles. Voilà, c'est des mutuelles. Donc sécurité sociale, acteurs complémentaires, caisse de retraite complémentaire et mutuelle, et assurance aussi. Hein. Et troisième acteur, l'UNEDIC. Voilà comment ça fonctionne au niveau des acteurs de la protection sociale. Ensuite, dernière chose, comment fonctionne le mode de financement? Comment ça fonctionne? Puisqu'obligatoirement, quand vous allez malheureusement à l'hôpital vous faire opérer, vous ressortez, la facture est très légère, on vous facture la téléphonie éventuellement que vous avez utilisée, peut-être la télévision même que vous avez louée, elle est peut-être une chambre particulière, mais dans tous les cas, on ne vous facturera jamais l'ensemble des soins qui vous auraient été prodigués. Comment ça va fonctionner? Au niveau des ressources, puisqu'il y a des dépenses, il faut des ressources. Les ressources sont basées, d'abord, sur les cotisations. C'est la principale des ressources pour la protection sociale. Donc les cotisations. Les cotisations, comment elles sont calculées? Si vous avez un jour eu un emploi salarié, vous avez certainement reçu une fiche de paie. Donc, vous avez remarqué que le principe des cotisations n'est pas très compréhensible, qu'on n'est pas très facile à comprendre, mais malgré tout, ça n'est pas, pour celui ou pour celle qui est spécialement dans cette branche d'activité, pas très compliqué. Chaque cotisation va correspondre à un risque, un ou plusieurs risques. Par exemple, vous avez une cotisation qui s'appelle la cotisation d'accident de travail, qui va permettre de récolter des fonds pour pouvoir assurer les personnes et pour pouvoir rétribuer les personnes qui, pendant leur travail, à cause de leur travail, ont eu un accident et donc sont privés de ce travail à cause de cet accident. Alors, deuxième partie aussi, c'est les maladies professionnelles. Alors, risque qui est grandissant parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que l'activité professionnelle peut provoquer une maladie. Maladie qui ne survient pas forcément tout de suite, mais qui peut survenir plus tard. On pense notamment au problème de l'amiante. Des ouvriers qui ont été exposés à l'amiante pendant des années contractent 20 ans plus tard un cancer ou ont d'autres complications. Je pense notamment aussi au problème de, pas moins entendu, mais de la silicose. Je suis du Nord, c'est un problème qu'on connaît beaucoup, mais des gens qui ont travaillé dans les mines pendant des années et des années avaient une espérance de vie très réduite une fois qu'ils étaient à la retraite, puisqu'ils chopaient vite la silicose, maladie professionnelle. Voilà, donc les cotisations servent, et chaque cotisation va servir à couvrir un risque. La cotisation de retraite, voilà, ça permet ce qui va permettre de payer une retraite aux salariés une fois qu'ils auront un âge. Ensuite, deuxième chose, l'impôt. Alors, un impôt particulier, notamment, c'est celui de la CSG, la contribution sociale généralisée, qui est née en 1980. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, les cotisations ne permettaient plus de payer, d'équilibrer le système. Puisqu'on a un système de protection sociale qui a des dépenses d'un côté, il faut qu'il y ait des rentrées de l'autre. Les rentrées, je vous dis, c'est principalement les cotisations. Si ces cotisations ne suffisent plus, pourquoi elles ne suffiraient plus? Tout simplement parce que soit on les a baissées, ou soit il y a une masse salariale qui est moins importante, donc un chômage grandissant. La CSG, cet impôt qu'on va retrouver sur toutes les ressources, pratiquement, qu'une personne peut toucher. Enfin, principalement, évidemment, c'est le salaire. Mais on va pouvoir aussi retrouver cette CSG sur des revenus locatifs, sur des revenus du capital, sur la retraite, hein, par exemple. Quand vous avez une retraite, vous n'allez pas cotiser à la retraite. Mais par contre, vous avez effectivement de la CSG qui est calculée. Donc cette CSG née dans les années 80, qui n'a fait que augmenter
de plus en plus, vient permettre d'équilibrer les comptes, finalement, de notre protection sociale. Et enfin, troisième financement qui permet cet équilibre, c'est l'État. L'État qui vient abonder, qui vient mettre de l'argent dans le système de protection. Alors, il met de l'argent, l'État, mais attention, il n'est qu'un acteur très réduit du système. Je pense notamment à la sécurité sociale, mais aussi à l'UNEDIC, mais aussi aux retraites, aux caisses de retraite complémentaires ou aux mutuelles. L'État n'est pas acteur de ça. Alors, il est un acteur, d'accord, mais il n'est pas un acteur direct, n'est pas un gestionnaire de ces différents organismes. Par exemple, l'UNEDIC n'est pas géré par l'État. La partie chômage, ce n'est pas l'État. C'est un organisme qu'on appelle l'UNEDIC qui est géré par 50 personnes, 50 administrateurs. 25 administrateurs viennent des employeurs et 25 administrateurs viennent des salariés. Donc vous voyez que c'est un système qui est géré et par les employeurs et par les salariés, mais pas par l'État. Alors même si l'État a son mot à dire, le système n'est pas géré par l'État. Il faut bien se le mettre en tête. De temps en temps, on a des écarts peut-être de langage qui ferait penser que c'est l'État qui gère. Non, ce n'est pas l'État qui gère. Ce sont les syndicats qui gèrent. Ici, pour l'UNEDIC, par exemple. Pour les caisses de retraite, ce sont des structures privées. Mais en tout cas, ce n'est pas l'État. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce système de protection sociale et ces grandes lignes, voilà, que je viens de vous résumer en un petit quart d'heure? Bon, il n'y a pas de questions? C'est merveilleux. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire un petit caout, d'accord? Et puis, on va revenir sur les principaux points, et si éventuellement il y a des petites choses que vous n'avez pas comprises, bien sûr, je suis là pour vous les réexpliquer. Alors, caout qui va aller une miette plus loin sur une ou deux questions, elles ne sont pas forcément dans le chapitre, mais ça nous permettra, voilà, de compléter ce chapitre et peut-être pour votre culture personnelle, d'avoir des petites choses en plus. Alors, je vous laisse vous connecter de votre côté. Je vais lancer tout ça. Alors oui, alors si vous ne pouvez pas participer, enfin participer dans votre tête, je comprends pour ceux qui ont juste un téléphone. Non plus campus, oui, s'il vous plaît. Alors le temps que je suis moi sur le campus de Lille et la connexion était un petit peu plus lente que chez moi. Et dans mon cas, il a un petit peu de mal à se lancer. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas.
en cours de chargement. Ça va. C'est bien bon, cette affaire. Bon, voilà. Je vais être un petit peu de temps. Bon, bah, la prochaine fois, je vais me préparer d'avance. Voilà. Voilà, je vous laisse vous inscrire. Donc le code PIN 674 019, juste avec votre nom et votre campus, s'il vous plaît. Et oui, on devrait être une bonne dizaine. Lise, Delphine, Toulouse, Montpellier, Nice, Toulouse, Monsieur ou Mademoiselle Toulouse, j'aurais voulu avoir votre prénom, votre nom devant le Toulouse, mais c'est pas grave, je vous reconnaîtrai. Je vais vous interpeller, malheureusement, je vais vous appeler Toulouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous êtes combien? Donc, on a besoin pratiquement avoir tout le monde. 13 personnes. On fait à deux avec lui, d'accord. Ok, ça marche. Pas de souci.
Ça marche. Est-ce que j'attends encore 30 secondes ou tout le monde est inscrit? Faut-il attendre une personne en particulier? A priori, non. Donc, on va pouvoir commencer. Hop. Allez, c'est parti. Alors, ok. Évidemment que l'accident de voiture n'est pas un risque social, hein, c'est un risque privé ici. Alors, je vais juste plutôt parler des deux. La maternité est un risque social, hein, puisque pendant la maternité de la personne, elle va bénéficier d'une certaine protection, d'abord des examens nécessaires, première chose. Ensuite, il y aura un congé qui sera accordé à la personne qui est en maternité, avec des, je crois que ça va être 6 semaines avant, 6 semaines après, ou peut-être l'inverse, mais je pense qu'on est à peu près de cet ordre, dans cet ordre d'idée-là. Et pendant cette période, pendant ces semaines où elle ne veut pas venir travailler, où cette personne ne va pas venir travailler, elle va bénéficier, bien sûr, d'un maintien de sa rémunération en partie pour pouvoir couvrir son absence. Mais aussi, lié à la maternité, vous avez sans doute entendu parler du congé paternité. Alors, ce n'est pas lié à la maternité, mais plutôt à la naissance. Vous avez peut-être entendu parler du congé paternité qui permet au mari de pouvoir prendre, alors on doit être à 12 jours, plus 3 jours employeurs, donc on est à 15 jours au total. Donc il permet pendant 15 jours de prendre un congé, de garder sa rémunération et de pouvoir rester avec sa femme et son enfant. Donc, vous voyez, donc ce risque lié à la naissance et plus globalement à la maternité, il est bien couvert. Ensuite, ouais, la perte d'emploi, c'est le risque qui est aussi, c'est un risque qui est aussi couvert, et lui, il est couvert par l'assurance chômage si vous perdez votre emploi. Certaines conditions, bien sûr, encore faut-il avoir cotisé suffisamment, vous bénéficiez d'une assurance et d'un accompagnement euh, par les Pôle emploi, donc structure de l'UNEDIC. Donc tous ces risques, maternité, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, perte de l'emploi, on les appelle des risques sociaux. Je pense peut-être que c'est Vincent de Montpellier, Delphine, et ensuite Charlène. Alors, si vous avez faux là, je ne comprends pas. Alors, pour les non-anglicistes, le rouge, c'est faux, face, et le bleu, c'est vrai, true. Bravo à tous. Évidemment, puisque je viens en plus de vous le dire, et je l'ai évoqué plusieurs fois, les maladies professionnelles, évidemment, sont considérées comme un risque social. Ah non, donc c'est pas Vincent de Montpellier. C'est Vincent, enfin, c'est un deuxième Vincent.
Alors, effectivement, c'est bien l'UNEDIC qui se charge d'organiser, de fournir aussi ce qu'on appelle l'assurance chômage. Hein. C'est pas l'UNICO, et ça n'est pas non plus l'État, je vous l'ai dit. Hein. L'UNEDIC est un organisme, non pas privé, mais qui est indépendant de l'État. Alors même si l'État a son mot à dire sur les règles qui vont être mises en place, mais c'est l'UNEDIC qui met les règles en place. À ce propos, je veux juste revenir sur un point concernant l'assurance chômage. Peut-être que d'ici peut-être que d'ici 2 ans, vous allez décider de pratiquer votre métier, donc de diététicien ou diététicienne, en libéral. Vous allez monter votre cabinet, on a discuté des formes possibles d'exercice du métier. Soit vous allez monter une entreprise, SARL, URL, SAS, tout ce que vous voulez, soit vous allez être dans une forme individuelle, ici qu'on appellera en libéral. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça ne sera peut-être plus valable dans 1 an ou dans 2 ans, ou même dans 6 mois, hein, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, le chef d'entreprise ou le travailleur libéral n'est pas couvert par le risque chômage. N'est pas couvert par le risque chômage. C'est comme ça, tout simplement parce que on considère que l'assurance chômage, ce principe, cette logique d'assurance ne vaut que si le risque n'est pas lié à la personne. C'est-à-dire si ce n'est pas moi qui ai provoqué le risque. Par exemple, si vous démissionnez, vous n'avez pas le droit à l'assurance chômage parce que c'est vous qui avez provoqué votre perte d'emploi. Alors que si vous êtes licencié, vous avez le droit à l'assurance chômage parce que ce n'est pas vous qui avez provoqué la perte d'emploi. Donc, on couvre le risque pour cet incident, si ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de cet incident. Or, on considère que quand une personne qui travaille en libéral est obligée de fermer sa structure parce qu'elle n'est pas assez rentable, par exemple, et se retrouve sans emploi, le risque a été provoqué par elle-même. Par conséquent, pas de possibilité d'assurance chômage. Aujourd'hui, si une personne qui exerce son activité en libéral, ou si encore elle l'exerce à travers une structure dont elle est le responsable, dont elle est le dirigeant, vous montez une SARL avec 2 collègues, vous êtes le gérant de la SARL, malheureusement, même si vous avez un contrat salarié avec votre propre structure pour votre mandat de gérant, malheureusement, vous n'êtes pas couvert par l'assurance chômage. Alors, parallèlement à ça, bien sûr, vous ne cotisez pas non plus. Il n'y a pas de cotisations qui sont prélevées pour la personne qui bosse en libéral ou pour le dirigeant d'entreprise. Mais comme il n'y a pas de cotisation aussi, bien sûr, évidemment, il n'y a pas d'assurance derrière. Il y a des systèmes privés qui permettent de le faire, mais ce sont des systèmes qui sont relativement coûteux et qui ne prennent le relais qu'après une période de carence relativement importante. Donc retenez bien ça, attention. Aujourd'hui, la personne qui bosse en libéral, si malheureusement elle est obligée d'arrêter son activité parce que l'activité ne tourne pas, elle ne bénéficie pas d'assurance chômage. Ça va peut-être changer. Alors, ça a été une promesse de campagne du président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Ça n'a pas été mis en œuvre. Le principe pour lui, c'était que tout travailleur, qu'il soit salarié ou TNS, travailleur non salarié, tout travailleur puisse bénéficier de la protection par l'assurance chômage. Ce qui aurait évidemment provoqué des cotisations pour les indépendants, pour les personnes qui bossent en libéral, mais elles auraient été couvertes. Alors aujourd'hui, le système n'est pas mis en place. Il y a eu d'autres chats à fouetter entre-temps, vous vous en doutez, et notamment cette crise Covid qui est arrivée, qui a peut-être retardé notamment des négociations qui avaient lieu entre l'assurance chômage et l'État. On trouve un point commun sur ce point-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas mis en place. Aujourd'hui, une personne qui bosse en libéral et qui malheureusement est obligée d'arrêter son activité ne bénéficie pas de l'assurance chômage. Alors, on a un autre Vincent, c'est la valse des Vincent de Toulouse qui a pris la tête. À Toulouse, c'est en force, alors, en première place. Axel, Lorraine et Vincent, bravo.
Alors, effectivement, hein, la CSG, la contribution sociale généralisée, est un impôt proportionnel. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un impôt proportionnel. Alors, sans s'occuper du taux, hein, vous avez trois sortes d'impôts, d'accord? Proportionnel, progressif ou forfaitaire. Je vais vous donner des exemples à chaque fois. La CSG est un impôt proportionnel. Pardon. Pourquoi? Parce que le taux est toujours le même. Imaginons que le taux soit de 6%. Si vous gagnez 1000 euros, vous allez payer 60 euros. Donc 1000 euros fois 6%. Vous gagnez 100 000 euros, vous allez payer 6 000 euros. D'accord? 100 000 fois 6%. Le pourcentage reste toujours le même. Donc plus vous gagnez, évidemment, plus vous allez payer. Mais proportionnellement. C'est donc ce qu'on appelle un impôt proportionnel. L'impôt progressif, c'est ce pourcentage qui va augmenter plus vous allez gagner. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait toujours 6%. Donc finalement, vous payez proportionnellement à ce que vous gagnez, ou à la base sur laquelle est calculé l'impôt, alors que l'impôt progressif, son taux va augmenter au fur et à mesure que vos revenus ou que la base va augmenter. C'est le cas par exemple de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu fonctionne par tranche, c'est-à-dire qu'en dessous, grosso modo, pour une personne seule, en dessous de 11 000 euros net fiscal, vous ne payez pas d'impôt, le taux est de 0. Vous êtes imposable, mais à 0%. Voilà. Première tranche, c'est 11%. Donc, je vais dire n'importe quoi parce que je ne les connais pas par cœur, mais imaginons la tranche qui va de 10 000 à 20 000 euros, vous payez 11% sur cette tranche-là. Deuxième tranche qui va de 20 000 à 50 000 euros, vous payez 25%. Troisième tranche, vous payez 34%. Et dernière tranche, vous payez 45%. Les tranches pour l'impôt sur le revenu vont de 0, la première étant à 11 et la dernière étant à 45%. Mais donc le taux augmente par tranche de montant de base qui va être important. Ça, c'est l'impôt progressif et c'est le cas de l'impôt sur le revenu aujourd'hui en France. Ensuite, dernier impôt, c'est l'impôt forfaitaire. Cet impôt forfaitaire, lui, il est identique dans son montant, quelle que soit la source de revenu. Par exemple, c'est la redevance télé. C'est un impôt, la redevance télé, alors que l'on paye avec la taxe d'habitation, on le voit moins, mais avant c'était séparé. Aujourd'hui, je crois que ça doit être 138 euros, il me semble. Mais que vous gagnez 1000 ou 10 000, vous payez toujours 138 euros. Ça, c'est un forfait. Voilà trois exemples pour vous indiquer ce qu'est un impôt proportionnel, un impôt progressif et un impôt forfaitaire. Alors, oula, même les 4 premières places sont squattées par Toulouse, bravo. Je vois, vous êtes chaud. C'est bien, super. Demandez ma mutation à Toulouse. Bravo. Alors, même si la personne qui a répondu tente à creuser les inégalités n'a pas tout à fait tort. J'avoue que, en relisant la question, et j'ai fait hier avec un autre campus, je me suis aperçu qu'il y avait une petite ambiguïté, mais globalement, c'est ça. Hein. Effectivement, l'impôt forfaitaire, l'impôt progressif, plus vous gagnez, plus vous payez. Et moins vous gagnez, moins vous payez. Ça tente à réduire les inégalités. Parce que celui qui a beaucoup va payer beaucoup, donc ce qui va lui rester dans la poche va être diminué, va tendre vers le bas. D'accord?
Oui, 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 c'est ce que je disais, Delphine. Et celui qui gagne peu va payer très peu ou va pas gagner. Donc les deux vont se rejoindre et on va tendre à réduire l'inégalité. Ça, c'est dans le cas d'un impôt, euh, d'un impôt progressif. Maintenant, parlons d'impôt forfaitaire. Vous gagnez 100, quelqu'un d'autre gagne 10. Donc l'écart entre les deux, il est de 90. D'accord? Donc je répète, vous gagnez 100 et une autre personne gagne 10. L'écart entre vous deux, il est de 90. Maintenant, imaginons que tout le monde, par un impôt forfaitaire, va payer 3 impôts forfaitaires. Celui qui gagne 100 va donc maintenant avoir plus que 97. Celui qui gagne 10 va maintenant plus avoir que 7. L'écart entre les deux, il est de combien? Il est toujours de 90. Donc, l'inégalité n'est pas réduite. Par contre, elle n'est pas agrandie non plus. Voilà pourquoi la question, la réponse jaune, elle n'est pas bonne. Vous comprenez, Delphine? Je répète ma démonstration. Imaginons deux personnes. Une personne qui gagne 100 et une personne qui gagne 10. J'ai mis bleu. Oui, 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 mais parce que vous me dites, la jaune et la bleue, on est presque pareil. Je suis d'accord avec vous, mais je vais vous montrer malgré tout que la bleue est la réponse. Donc je recommence ma démonstration. Une personne qui gagne 100 et une personne qui gagne 10. L'écart entre les deux, il est de combien? 90. On est tout à fait d'accord. Imaginons que les deux personnes soient frappées par un impôt forfaitaire de 3. Donc la personne qui gagne 100 va payer 3. Donc elle ne va plus gagner que 97. La personne qui gagne 10 va payer aussi 3 puisque c'est un impôt forfaitaire. Donc on ne va plus gagner que 7. La différence entre les deux est toujours de 90. Donc les inégalités ou l'écart ici n'a pas été réduit, mais il n'a pas non plus été augmenté. Voilà pourquoi la bonne réponse était la réponse bleue. L'impôt forfaitaire ne tend pas à réduire les inégalités. Toujours Toulouse en tête. Allez, la suite. Alors oui, bien sûr, c'est l'accès aux soins, c'est une prestation de service. La prestation sociale aurait été les allocations familiales, par exemple. L'aide au logement, c'est pareil, c'est de l'argent que vous recevez. Les 3 aides au logement, assurance chômage et allocation, c'est de l'argent que vous recevez. Ça, c'est de la prestation sociale, la prestation de service social, et j'ai bien insisté tout à l'heure d'ailleurs quand je l'ai expliqué. La prestation de service social, ça permet d'avoir accès à des services, ici un service de soins par exemple, gratuitement, ou bien à coût très réduit. Donc, je vais bien faire la différence entre les prestations sociales et les prestations de service social. Bon, je crois que malheureusement que nous allons nous diriger vers une victoire de Toulouse, hein, puisqu'ils ont pris un peu d'avance là. Allez Delphine, hein, on compte sur vous. Bon, c'est bien, je n'avais pas mis l'histoire du thermite. Alors, pensez-vous qu'une personne qui reçoit 500 euros
le but, c'est quoi? Dans la logique d'assistance, hein, la logique d'assistance, je vous répète, c'est, voilà, la personne n'a aucun droit via la logique d'assurance, c'est-à-dire il n'y a pas de cotisation qui permette d'octroyer des droits à cette personne pour pouvoir continuer à vivre. D'accord? Donc cette personne, a priori, elle n'a droit à rien, elle a droit à zéro. Le fait de lui octroyer une somme, c'est juste pour éviter qu'elle se retrouve avec rien. Donc lutter plutôt contre la pauvreté. Ça ne permet pas de lutter contre le chômage. La lutte contre le chômage, c'est l'emploi. C'est le fait de créer l'emploi qui permet d'éviter le chômage. Voilà pourquoi ici la bonne réponse, c'était bien la lutte contre la pauvreté. Bien joué tout le monde. Effectivement, la principale source de financement de notre protection sociale, ce sont bien les cotisations sociales ici qui sont prélevées sur les salaires des employés. Alors, ils sont prélevés sur les salaires des employés. Il y a une part qui est payée par le salarié, d'accord? Puisque quand vous prenez votre salaire brut, vous retirez toutes les cotisations payées au titre des cotisations salariales, vous retrouvez votre salaire net. Donc ça prouve bien que l'employeur, c'est lui qui s'occupe de ça, a prélevé sur votre salaire des cotisations pour donc les verser à l'URSSAF, parce que c'est eux qui recouvrent les cotisations, entre autres. Mais lui aussi, de son côté, si vous regardez votre fiche de paye, vous avez aussi une colonne cotisation patronale, cotisation employeur. De son côté, l'employeur payera aussi des cotisations, toujours pour subvenir au financement de notre protection sociale. J'ai été, désolé Delphine, vous étiez notre seul espoir pour troubler un petit peu. Non, c'était pas Delphine X, c'était Delphine X. C'est l'espoir pour troubler le quatuor de tête de Toulouse. Il reste deux questions. Alors oui, il fallait plutôt opter, alors même si elle était partiellement bonne pour la première, il manquait un complément, puisque pour les allocations familiales, il n'y a pas de condition non plus de cotisation. C'est-à-dire que malheureusement, puisque c'est accordé aux familles qui ont des enfants, si dans cette famille, malheureusement, alors soit si elle est toute seule, la maman, ou soit le papa, ou soit éventuellement les deux, ils ne cotisent pas parce qu'il n'y a pas de travail, d'accord? Malgré tout, ils bénéficient des allocations familiales à partir du deuxième enfant. Euh, et vous remarquerez que dès le troisième enfant, les allocations familiales sont plutôt boostées. Ça vient de notre politique nataliste. C'est-à-dire qu'on encourage plutôt les gens à faire ce fameux troisième enfant qui permet à la population française de se renouveler. Il nous reste une question. Alors, elle est un petit peu plus... Alors, pourquoi certains n'en bénéficient pas? Alors,
je ne lance pas la question. Donc, Aude, vous me dites pourquoi certains n'en bénéficient pas. A priori, tout le monde en bénéficie à partir du moment où il a 2 enfants, quel que soit son niveau de ressources. Après, il y a peut-être d'autres critères qui rentrent en compte, mais a priori, les allocations familiales ne sont pas soumises à condition de ressources ni à condition de cotisation. Je ne connais pas tout le principe d'attribution, mais peut-être qu'il y a certains critères. En tout cas, ce ne sont pas des critères de ressources ni de cotisation. Je ne vois pas d'autres critères qui pourraient rentrer en compte pour les prestations de type allocation familiale. On entend souvent ce débat, et on l'entend en plus en ce moment, avec la problématique des jeunes déscolarisés, des jeunes qui ont 15 ans et qui se retrouvent dans la rue à s'affronter en bande. Et on relève qu'il y a effectivement peut-être une carence éducative de ce côté-là, et que peut-être un point de pression sur la famille serait de couper des allocations familiales. Notamment, par exemple, si les enfants sont déscolarisés, et que si la déscolarisation n'est pas justifiée. Vaste débat, je soumets votre réflexion. Pas forcément à mon sens, mais là ça n'engage que moi, pas forcément la bonne solution. Allez, on continue. C'est la dernière question. Alors effectivement, c'est un économiste, Keynes, qui apprenait cette notion d'État-providence. C'est quoi l'État-providence? Alors très rapidement, parce que malheureusement il est déjà 9h30, je vais déjà lancer les résultats, je vous explique en 30 secondes ce qu'est l'État-providence. Alors bravo à Lorraine de Toulouse, évidemment, bravo à Toulouse, on ne sait pas son prénom, bravo à Toulouse en tout cas, et bravo sans doute à Vincent de Toulouse, bravo Toulouse. Très rapidement, l'État, et on a encore Toulouse et Charlène derrière, je ne sais pas de Charlène d'où vous êtes. Donc très rapidement, l'État-providence, c'est l'État qui prend tout en charge, qui prend en charge le chômage, qui prend en charge le risque maladie, qui prend en charge aussi la scolarité, etc. C'est le principe de l'État-providence. C'est Keynes qui prônait ce principe-là. La France y est un peu, comparé à d'autres pays, par exemple comme les États-Unis, où vous devez vous prendre à titre privé une assurance pour couvrir votre risque maladie, où le risque chômage est beaucoup moins couvert que ce qui peut être en France. Alors, on pourra revenir, si vous voulez plus de précision, où vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'est la notion d'État-providence et ce qu'en pensait Keynes et ce qu'en pensaient d'autres auteurs économistes. Je vous remercie pour cette séance et je vous dis à la semaine prochaine, puisque se retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à vous, très bon week-end et à la semaine prochaine. Élise, j'ai dit que vous étiez de Lille. Je ne savais pas que vous étiez de Lille. Je suis sur le campus aujourd'hui. Si vous voulez me parler ici, est-ce qu'il y a des TD? Non, il n'y a pas de TD. Je l'avais dit, hein, il n'y aura que du chaos. Mais je finis, si Élise, si vous êtes sur le campus aujourd'hui, puisque j'ai vu que vous étiez sur Lille, et que vous voulez qu'on discute de vos TD de première année, du premier semestre, vous pouvez venir me voir, je crois que j'ai une pause à 12h, enfin vous allez me reconnaître dans le campus évidemment. Moi je ne vais pas trop vous reconnaître parce que comme je ne sais pas à quoi vous ressemblez, Élise, n'hésitez pas à venir me voir, à me dire bonjour monsieur, je suis Élise, est-ce qu'on peut regarder pour mes télé? Et on regardera ensemble. Voilà.
Je vous souhaite encore une fois une bonne journée, un bon week-end et à la semaine prochaine.